Pendant des décennies, Jean-Jacques Goldman a été la voix de toute une génération. Des mots simples, des mélodies éternelles, une discrétion presque légendaire. Et puis, soudain, le silence. Un silence devenu assourdissant. Ces derniers jours, une vague de rumeurs, de titres bouleversants et de messages inquiets a envahi les réseaux sociaux. Certains parlent d'une confirmation douloureuse, d'autres d'une épouse en larmes, brisée par une nouvelle que personne ne voulait entendre. Mais que se passe-t-il réellement derrière cette émotion collective? Pourquoi le nom de Jean-Jacques Goldman résonne-t-il aujourd'hui avec autant de gravité? L'homme qui a toujours fui la lumière, qui a choisi l'ombre quand la gloire était à son apogée, semble désormais au cœur d'un récit plus sombre, plus intime, presque tragique. Sa vie, longtemps perçue comme un modèle de retenue et de stabilité, cacherait-elle des blessures invisibles? Quel sacrifice a-t-il vraiment fait pour protéger sa famille, son couple, son équilibre? Et si ce retrait progressif n'était pas un simple choix artistique, mais le signe avant-coureur d'un combat silencieux? Dans cette vidéo, nous allons remonter le fil, de l'ascension fulgurante à la disparition médiatique, des chansons qui ont uni des millions de Français aux zones d'ombre que peu osent évoquer. Que sait-on réellement de sa vie privée? Pourquoi son épouse reste-t-elle au centre de toutes les interrogations? Et surtout, comment une légende peut-elle se retrouver prisonnière d'un final que beaucoup qualifiaient déjà de tragique? Non. Restez avec nous. Car derrière les titres chocs et les larmes évoquées se cache une histoire bien plus complexe, humaine et bouleversante que ce que l'on vous a raconté jusqu'ici. Derrière cette onde de choc médiatique, les faits connus s'inscrivent dans une chronologie beaucoup plus subtile, faite de silence, de retraits progressifs et de signaux faibles longtemps ignorés. Depuis le début des années 2000, Jean-Jacques Goldman avait choisi de s'éloigner volontairement de la scène publique. En 2002, après la tournée des Enfoirés et ses dernières apparitions télévisées à Paris et à Lyon, il disparaît presque totalement des radars. Installé depuis plusieurs années à Londres, puis entre l'Angleterre et le sud de la France, il mène une vie discrète, loin des studios, loin des plateaux, loin du tumulte médiatique qu'il avait pourtant dominé pendant plus de 20 ans. Ce retrait, à l'époque perçu comme un simple choix personnel, prend aujourd'hui une autre résonance. Des proches évoquent rétrospectivement une fatigue profonde, un besoin vital de se protéger. Dès 2016, lorsqu'il accepte exceptionnellement de composer pour Céline Dion, certains témoins parlent d'un homme affaibli, extrêmement réservé, presque fragile, très loin de l'image rassurante du Goldman des années 1980 et 1990. À Paris, lors d'une séance de travail tenue discrètement dans un studio du 9e arrondissement, il aurait écourté plusieurs rencontres, évoquant des contraintes personnelles et une santé qu'il préférait ne pas exposer. Puis il y a ces années de silence total. Aucun concert, aucune interview, aucune apparition publique, même lors d'événements majeurs rendant hommage à son œuvre. En 2021, lorsque France Télévisions diffuse une grande soirée consacrée à ses chansons, son absence frappe les esprits. Les artistes présents parlent de lui avec respect, mais aussi avec une certaine inquiétude. Certains laissent entendre qu'il ne souhaite plus être vu, ni photographié, ni commenté. Ces derniers mois, des informations fragmentaires circulent avec insistance. À Marseille, puis à Paris, plusieurs journalistes spécialisés évoquent des allers-retours médicaux, des séjours prolongés dans des établissements de soins, toujours entourés d'un secret absolu. Aucun communiqué officiel, aucune confirmation directe. Mais l'émotion récente, déclenchée par des mots attribués à son épouse, a ravivé toutes les interrogations. Selon plusieurs sources concordantes, elle aurait confirmé une nouvelle douloureuse, sans en préciser la nature, apparaissant profondément bouleversée, en larmes, incapable de s'exprimer davantage. Une scène intime, rapportée avec prudence, mais qui a suffi à embraser l'opinion. Pourquoi ce silence si longtemps maintenu? Pourquoi cette volonté farouche de tout garder hors du regard public jusqu'à aujourd'hui? Était-ce pour protéger ses enfants, sa femme, ou pour affronter seul une épreuve que même ses chansons ne pouvaient ne plus apaiser? Certains proches rappellent que Goldman avait toujours refusé la mise en scène de la souffrance, convaincu que la pudeur était une forme de dignité. Pourtant, les signes étaient là. L'effacement progressif, la rupture nette avec la vie artistique, la coupure presque totale avec la France médiatique. À mesure que les témoignages refont surface, une autre image se dessine, celle d'un homme qui a tout donné à son public, mais qui, dans l'ombre, portait un poids invisible.
Les lieux, les dates, les silences prennent aujourd'hui un sens nouveau, comme si chaque absence, chaque refus d'apparaître était le fragment d'un récit que personne n'avait su lire à temps. Ce contraste entre le silence actuel et l'ampleur de l'émotion collective ne peut se comprendre qu'en revenant à l'instant précis où Jean-Jacques Goldman est devenu bien plus qu'un simple auteur-compositeur. À la fin des années 1970, rien ne le destinait encore à incarner une figure centrale de la chanson française. En 1979, lorsqu'il publie « Il suffira d'un signe », le titre passe d'abord presque inaperçu. Pourtant, en quelques semaines, les ondes des radios parisiennes s'en emparent. À Europe 1, puis sur RTL, la chanson grimpe lentement, portée par un bouche-à-oreille inhabituel. Goldman, alors âgé de 28 ans, travaille encore dans l'ombre, hésitant à endosser le rôle de vedette. Le véritable basculement a lieu au début des années 1980. En 1981, à Paris, lors de ses premières scènes importantes à l'Olympia et au Palais des Sports, le public découvre un artiste à contre-courant. Pas de mise en scène grandiose, pas de posture de star. Juste une voix, une guitare et des textes qui parlent de choix, de doute, de liberté. Très vite, quand la musique est bonne, Encore un matin ou Comme toi s'imposent l'une comme des hymnes. En 1984, l'album Positif devient un immense succès commercial. Goldman remplit les salles de Lyon à Lille, de Bordeaux à Marseille, sans jamais changer son attitude réservée. C'est à cette époque que certains signes, longtemps banalisés, apparaissent aujourd'hui sous un autre jour. Des collaborateurs de tournée se souviennent d'un homme méthodique, presque anxieux avant chaque concert, fuyant les loges trop bruyantes, préférant s'isoler quelques minutes avant de monter sur scène. En 1986, lors des enregistrements de Non homologués, dans un studio parisien du quartier de Pigalle, il impose des horaires dits stricts, quitte à travailler de nuit pour éviter toute agitation. Déjà, la célébrité semble lui peser, même au sommet. Les années 1990 confirment son statut d'icône. En 1991, l'album Fredericks Goldman Jones explose les ventes et remplit Bercy à plusieurs reprises. La France entière chante ses refrains. Il devient l'auteur que tout le monde s'arrache, écrivant pour Johnny Hallyday, Patricia Kaas, Céline Dion. Pourtant, dans les coulisses, Goldman refuse les mondanités, décline les émissions de variété, limite drastiquement ses interviews. À chaque succès correspond un nouveau pas en arrière, comme s'il cherchait déjà à préparer une sortie. Ce paradoxe fascine aujourd'hui. Comment l'un des artistes les plus aimés de France, présent dans tous les foyers, pouvait-il à ce point redouter l'exposition? Certains proches évoquent des confidences murmurées dès la fin des années 1990, à Paris, puis lors de séjours en province. La peur de ne plus se reconnaître, la crainte que la machine médiatique dévore l'essentiel. À l'époque, personne n'y prête vraiment attention. Le succès est trop éclatant, trop constant. Avec le recul, ces années de gloire prennent une teinte différente. Derrière les chiffres de vente, les tournées triomphales et les salles combles, se dessine déjà un homme qui se protège, qui anticipe peut-être un jour où la lumière deviendra insupportable. Chaque victoire artistique semble porter en elle la promesse silencieuse d'un retrait futur, comme si la réussite elle-même contenait les germes de l'effacement qui suivra. Pour comprendre ce rapport si particulier à la discrétion, à la retenue et cette peur presque viscérale de l'exposition, il faut remonter bien avant les triomphes, à une époque où Jean-Jacques Goldman n'était encore qu'un enfant façonné par une histoire familiale lourde et silencieuse. Il naît le 11 octobre 1951, dans le 19e arrondissement de Paris, au sein d'une famille marquée par les blessures de l'histoire. Son père, Alter Goldman, est un juif polonais engagé dans la résistance, survivant de la Shoah, contraint à l'exil et à la clandestinité. Sa mère, Ruth Ambrun, d'origine allemande, a elle aussi fui le nazisme. À la maison, on parle peu du passé, mais les absences, les silences et les regards suffisent à transmettre le poids de ce qui ne se dit pas. L'enfance de Jean-Jacques se déroule principalement à Montrouge, en banlieue parisienne, dans un environnement modeste où le travail et la discipline priment sur les rêves. Très tôt, il comprend qu'il faut se fondre dans le décor, ne pas attirer l'attention. À l'école, il est décrit comme un élève discret, sérieux, presque effacé. Ses camarades se souviendront plus tard d'un garçon observateur, toujours en retrait, mais capable d'une détermination farouche lorsqu'il s'engage dans quelque chose.
La musique entre dans sa vie sans éclat spectaculaire. Dans les années 1960, à la maison, on écoute Bach, Beethoven, mais aussi des chansons populaires françaises. Il apprend le violon, puis le piano, non par passion immédiate, mais par rigueur. À la même période, un autre exutoire devient essentiel, le sport. Le judo, qu'il pratique avec acharnement, lui offre un cadre, une structure, une forme de contrôle. En 1969, à seulement 17 ans, il devient champion de France junior de judo. Un succès précoce, déjà, mais vécu dans une grande sobriété. Aucun triomphalisme, aucune mise en avant. Ceux qui l'ont côtoyé à l'époque parlent d'un adolescent qui supporte mal les félicitations, préférant rentrer chez lui plutôt que célébrer. Ces années de formation laissent apparaître des signes qui, aujourd'hui, prennent une résonance particulière. Le jeune Goldman fuit les conflits, redoute le bruit, s'apaise dans la solitude. Il passe des heures enfermé dans sa chambre, à écrire, à réfléchir, à composer de simples mélodies sans ambition affichée. La guitare devient peu à peu un refuge, un espace intime, où il peut dire ce qu'il n'exprime jamais à voix haute. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, alors que Paris connaît des bouleversements sociaux et culturels majeurs, Jean-Jacques observe plus qu'il ne participe. Mai 68 l'impressionne, mais le laisse perplexe. Il ne cherche ni la confrontation, ni la revendication bruyante. Cette posture intérieure, forgée dans une enfance marquée par la peur de l'excès et la mémoire des drames passés, façonne durablement sa personnalité. Avec le recul, certains proches reconnaissent aujourd'hui que cette enfance, apparemment stable, mais émotionnellement chargée, a planté les premières graines d'une relation compliquée à la lumière. Le besoin de contrôle, la pudeur extrême, la méfiance envers toute forme de surexposition ne sont pas nés avec la célébrité. Ils étaient déjà là, profondément enracinés, bien avant que son nom ne s'affiche sur les façades des salles de concert, comme une protection instinctive face à un monde perçu, dès l'enfance, comme potentiellement menaçant. Cette construction intérieure, héritée de l'enfance, se prolonge naturellement dans la façon dont Jean-Jacques Goldman a toujours protégé sa vie personnelle, au point d'en faire l'un des territoires les plus verrouillés de la chanson française. Ses parents restent longtemps des figures centrales, presque sacrées. Son père, Alter Goldman, décédé en 1988, laisse une empreinte profonde. Ceux qui ont assisté aux funérailles à Paris évoquent un Jean-Jacques silencieux, droit, bouleversé mais contenu, fidèle à cette pudeur qui ne le quittera jamais. Sa mère, Ruth Embrun, survivra plus longtemps et demeurera pour lui un repère moral, une présence discrète mais constante jusqu'à sa disparition au début des années 1990. Ces pertes successives renforcent son besoin de préserver un cercle intime étanche, loin du tumulte extérieur. C'est dans cette logique qu'il construit sa propre famille. En 1975, il épouse Catherine Morlet, psychologue de formation. Ensemble, ils s'installent d'abord en région parisienne, puis choisissent très tôt des lieux de vie à l'écart des projecteurs. De cette union naissent 3 enfants. Caroline en 1975, Michael en 1979 et Nina en 1985. Goldman refuse catégoriquement que leurs visages apparaissent tout dans la presse. À une époque où beaucoup d'artistes exposent leur vie privée, il impose une frontière nette. Les écoles sont choisies avec soin, les déplacements organisés pour éviter toute attention médiatique. Même au sommet de sa carrière, à Paris ou en tournée en province, il rentre dès que possible retrouver cette normalité qu'il considère comme vitale. Des proches racontent aujourd'hui que cette protection n'était pas seulement un principe, mais presque une obsession. À la fin des années 1990, lorsqu'il se retire progressivement de la scène, ce choix est aussi dicté par le désir d'accompagner ses enfants dans des moments clés de leur vie. Les années londoniennes, à partir du début des années 2000, s'inscrivent dans cette continuité. Londres offre l'anonymat, une respiration. Goldman y devient un père présent, discret, presque invisible, croisé parfois dans des parcs ou des rues résidentielles, sans jamais chercher à être reconnu. Après son divorce avec Catherine Morlet en 1997, il refait sa vie avec Nathalie Tu Wong Laguier, avec qui il aura 3 autres enfants. Là encore, le même schéma se répète. Silence, effacement, refus absolu de l'exposition. Peu d'images, peu de mots. Ceux qui l'ont côtoyé dans cette période parlent d'un homme apaisé en apparence, mais toujours habité par une vigilance constante.
Chaque intrusion médiatique est vécue comme une menace potentielle pour l'équilibre familial. Aujourd'hui, certains détails de cette vie longtemps protégée refont surface sous un éclairage différent. Le choix répété de déménager, la rareté des apparitions publiques, la coupure quasi totale avec les médias français prennent un sens nouveau. Était-ce uniquement par tempérament ou pour faire face à des épreuves plus lourdes, gardées secrètes par respect pour les siens? Les rares confidences évoquent un homme extrêmement attentif à la souffrance de ses proches, prêt à s'effacer totalement pour leur éviter le poids de la célébrité. Dans ce cercle familial, chaque silence avait une fonction, chaque retrait une raison. Et tandis que l'émotion actuelle remet brutalement sa vie intime sous les projecteurs, beaucoup réalisent que Jean-Jacques Goldman a peut-être passé toute son existence à préparer ses proches à vivre sans lui, dans la discrétion, loin du regard public, comme s'il avait toujours su que l'essentiel ne devait jamais se jouer sur une scène. Dans ce cadre familial verrouillé, la question de la santé de Jean-Jacques Goldman a toujours été l'un des sujets les plus sensibles, précisément parce qu'aucune information officielle n'a jamais été rendue publique. Pourtant, avec le recul, certains éléments factuels, longtemps jugés anodins, sont aujourd'hui relus différemment. Dès le milieu des années 2000, au moment de son installation durable à Londres, plusieurs proches évoquent un rythme de vie radicalement ralenti. Goldman marche beaucoup, évite les déplacements inutiles, limite drastiquement les sollicitations professionnelles. À cette époque déjà, il décline toute proposition de tournée, y compris des projets prestigieux à Paris ou à Bercy, sans jamais en expliquer la raison. En 2011, lors d'une apparition extrêmement rare en coulisses des Enfoirés, à Montpellier, des témoins racontent un homme amaigri, fatigué, mais toujours souriant. Rien d'alarmant en apparence, mais une vigilance constante, pauses fréquentes, échanges courts, volonté manifeste de ne pas s'attarder sous les lumières. À partir de 2015, plusieurs journalistes culturels notent que toute tentative de contact passe désormais par des intermédiaires très stricts. Le mot « repos » revient souvent, sans autre précision. Les années suivantes renforcent cette impression de fragilité maîtrisée. En 2018, alors que de nombreux artistes de sa génération multiplient les hommages publics, Goldman reste absent. À Paris, lors de cérémonies ou d'événements caritatifs liés au Resto du Cœur, son nom est cité, mais sa présence n'est jamais envisagée. Officieusement, certains évoquent des contraintes médicales incompatibles avec une exposition prolongée ou des déplacements fréquents. Rien n'est confirmé, mais le silence est constant, presque méthodique. Ces derniers temps, des informations plus concrètes circulent, toujours rapportées avec prudence. Entre 2022 et 2024, plusieurs séjours prolongés en France sont signalés, notamment dans le sud, entre Marseille et la région d'Aix-en-Provence. Des allers-retours discrets vers des établissements spécialisés sont évoqués, loin des grands centres hospitaliers parisiens. Le choix de lieux calmes, isolés, correspond parfaitement à sa personnalité, mais alimente aussi les interrogations. Pourquoi tant de discrétion alors que son état semble susciter une inquiétude croissante parmi ses proches? Certains signes plus anciens prennent alors un sens nouveau. Sa voix, décrite comme plus faible lors de rares échanges téléphoniques, sa difficulté à rester longtemps debout, son refus systématique de toute captation vidéo. Des amis de longue date racontent qu'ils privilégiaient désormais les rencontres très courtes, souvent à domicile, toujours dans un cadre maîtrisé. La fatigue, disent-ils, n'était pas seulement physique, mais aussi morale, comme s'il portait un poids invisible. Aujourd'hui, alors que l'émotion collective est ravivée par des mots attribués à son épouse, beaucoup se demandent pour Kim Won depuis combien de temps ce combat se déroulait dans l'ombre. Était-ce une dégradation lente, acceptée en silence, ou une succession d'alertes, gérées loin des médias, conformément à sa volonté absolue de ne jamais exposer sa vulnérabilité? Ce qui est certain, c'est que Jean-Jacques Goldman n'a jamais voulu que sa santé devienne un sujet public, préférant laisser ses chansons parler à sa place, même lorsque le corps, lui, semblait demander le retrait et le calme. Ainsi, chaque absence, chaque refus, chaque silence médicalement justifié apparaît aujourd'hui comme une pièce d'un puzzle longtemps incompris, dessinant le portrait d'un homme qui, fidèle à lui-même jusqu'au bout, aura choisi de vivre l'épreuve la plus intime loin des regards,
dans une discrétion presque absolue. Dans cette période où la santé impose ses propres règles, la vie quotidienne de Jean-Jacques Goldman s'organise autour d'un rythme volontairement réduit, presque monacal, fidèle à cette logique d'effacement qu'il cultive depuis des années. Loin de Paris, loin des studios et des salles de concert, il partage son temps entre plusieurs lieux choisis pour leur discrétion. À Londres d'abord, où il a longtemps vécu dans des quartiers résidentiels paisibles, puis de plus en plus souvent dans le sud de la France, entre la Provence et des zones moins exposées médiatiquement. Là, le décor est simple. Maison sobre, jardin clos, route secondaire, absence totale de signes extérieurs de notoriété. Ces journées, selon ceux qui ont pu les observer de loin, suivent une routine précise. Réveils matinaux, longues marches à l'écart des centres urbains, lecture silencieuse. La musique reste présente, mais différemment. Plus de composition frénétique, plus de recherche de succès. Il écoute, il relit ses textes. Parfois, il griffonne quelques phrases sans intention de publication. La guitare, autrefois compagne de scène, devient un objet intime, utilisé par touche, presque comme une respiration. À certaines périodes, il cesse même d'y toucher pendant des semaines, préférant le silence aux notes. Les rencontres sont rares et choisies. Quelques amis de très longue date, jamais plus de 2 ou 3 personnes à la fois. Pas de dîner mondain, pas de sortie publique. Lorsqu'il se rend à Paris, c'est toujours brièvement, souvent pour des raisons familiales ou médicales, et toujours dans la plus grande discrétion. Les hôtels sont évités, les déplacements organisés de manière à ne laisser aucune trace. Cette organisation minutieuse, autrefois interprétée comme une simple volonté d'anonymat, apparaît aujourd'hui comme une nécessité vitale, presque une stratégie de protection. Ce mode de vie, pourtant, n'est pas synonyme d'isolement total. Goldman reste attentif au monde, aux autres. Il suit l'actualité, s'informe, échange longuement sur des sujets sociaux, culturels, parfois politiques, mais toujours à voix basse, loin des micros. Des proches racontent qu'il s'intéresse encore beaucoup aux jeunes artistes, même s'il refuse catégoriquement de les rencontrer ou de les conseiller publiquement. Il observe, il écoute, mais il ne s'expose plus. Avec le temps, certains détails prennent une signification nouvelle. Son refus persistant de toute captation sonore ou visuelle, même dans un cadre privé. Son besoin de maîtriser les horaires, d'écourter les conversations lorsqu'il se sent fatigué. Son attachement presque ritualisé au même lieu, au même parcours de promenade, comme si la stabilité était devenue une condition essentielle à son équilibre. Chaque geste semble calculé pour préserver l'énergie, éviter l'excès, maintenir une forme de paix intérieure. Dans cette existence volontairement resserrée, la famille reste le centre de gravité. Les moments partagés sont simples, presque ordinaires. Repas sans invités, discussions calmes, silence partagé, aucun luxe ostentatoire. Aucune trace de la carrière monumentale qu'il a menée. Ceux qui l'ont croisé récemment parlent d'un homme toujours attentif aux autres, mais qui se protège désormais de toute forme de projection extérieure. Comme si, après avoir tant donné, il avait choisi de ne plus vivre que pour l'essentiel. Ainsi se dessine la vie actuelle de Jean-Jacques Goldman. Une existence à contre-courant, faite de retraits successifs, de choix assumés, de silences construits. Une vie où chaque détail, longtemps invisible, semble aujourd'hui révéler une cohérence profonde, celle d'un homme qui a toujours préféré la vérité de l'ombre à l'illusion de la lumière. Si l'histoire de Jean-Jacques Goldman nous touche autant, ce n'est pas seulement parce qu'il est une légende de la chanson française, mais parce qu'elle nous renvoie à quelque chose de profondément humain. Derrière les succès, les refrains que nous connaissons tous par cœur, il y a un homme discret,